Oh bonjour à tous. Ici le docteur Michel Dubois, spécialiste en gériatrie, passionné par l'accompagnement des seniors pour qu'ils vivent leurs années dorées avec vitalité, sérénité et épanouissement. Avez-vous déjà quitté le domicile de quelqu'un en vous sentant inexplicablement vidé, comme si votre énergie avait été aspirée? En vieillissant, la manière dont nous utilisons notre temps devient cruciale, mais plus encore, les personnes avec qui nous choisissons de le partager influencent profondément notre bien-être émotionnel, mental et même physique. Certaines visites, bien qu'apparemment anodines, peuvent saper votre joie, troubler votre paix intérieure et, à long terme, affecter votre santé globale. Trop souvent, nous ne réalisons l'impact de ces interactions qu'après coup, lorsque nous nous sentons épuisés ou déséquilibrés. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer 4 types de personnes dont il est préférable de limiter les visites à domicile après 65 ans. Peu importe le temps dont vous disposez. Par habitude, sens du devoir ou simple politesse, beaucoup d'entre nous continuent de fréquenter ces individus sans mesurer le coût émotionnel de ces interactions. Restez avec moi jusqu'à la fin, car identifier ces dynamiques toxiques est aussi important que de cultiver des relations enrichissantes. Ces profils peuvent sembler inoffensifs en surface, mais leur influence peut lentement éroder votre bonheur, votre énergie et même votre optimisme face à la vie. En comprenant ces schémas, vous serez mieux armé pour protéger votre tranquillité d'esprit, établir des limites saines et consacrer vos précieuses années à des personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous font sentir vivant. Entrons dans le vif du sujet. Le plaintif chronique, une source de négativité contagieuse. Nous connaissons tous quelqu'un qui semble incapable de voir le bon côté des choses. Dès que vous franchissez leur porte, vous êtes accueilli par un soupir théâtral, suivi d'une cascade de plaintes, leur santé vacillante, le coût de la vie, les voisins bruyants ou le manque d'attention de leur entourage. Même par une journée ensoleillée ou après une bonne nouvelle, ils trouvent toujours un motif d'insatisfaction. Si vous restez trop longtemps, cette négativité commence à déteindre sur vous. Comme une ombre qui s'insinue dans votre esprit, la négativité est incroyablement contagieuse. Les recherches en psychologie montrent que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, se transmettent dans les interactions sociales, un phénomène appelé contagion émotionnelle. Lorsque vous passez du temps avec un plaintif chronique, leur pessimisme peut altérer votre humeur, votre vision du monde, et même votre énergie vitale. Ce n'est pas seulement une question d'entendre des jérémiades, c'est le poids émotionnel qu'ils imposent. Vous absorbez leur frustration, leur désespoir, leur conviction que tout va de mal en pis. En quittant leur domicile, vous vous sentez alourdi, comme si vous portiez leurs problèmes en plus des vôtres. Prenons l'exemple de Monique, une retraitée de 72 ans, pleine de vie et d'enthousiasme. Chaque semaine, elle rendait visite à une ancienne collègue, Louise, qui passait des heures à se plaindre de tout, ses douleurs, ses enfants ingrats, le mauvais temps. Au début, Monique écoutait patiemment, pensant que Louise avait besoin de soutien, mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle repartait de ses visites épuisée, irritable et parfois même découragée. Elle a réalisé que Louise ne cherchait pas de solution. Elle voulait simplement un auditoire pour ses lamentations. Il est important de distinguer un proche traversant une période difficile d'un plaintif chronique. Soutenir un ami ou un membre de la famille en détresse est naturel et humain. Mais le plaintif chronique a fait de la négativité un mode de vie. Il ne s'intéresse pas aux solutions que vous proposez, rejette vos suggestions. Et si vous tentez d'introduire un sujet positif, il le détourne pour revenir à ses griefs. Parlez-lui d'une bonne nouvelle, une sortie agréable, un projet excitant. Et il trouvera un moyen de la minimiser ou de la comparer à ses malheurs. Ces visites deviennent un piège émotionnel. Vous entrez avec bonne humeur, mais repartez vidé, parfois sans comprendre pourquoi. Après 65 ans, votre temps est un trésor. Le consacrer à absorber la négativité sans fin de quelqu'un d'autre est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. La compassion est une qualité admirable, mais elle ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Vous n'êtes pas responsable de porter le fardeau de quelqu'un qui refuse de chercher la lumière. Et comment gérer? Si vous ne pouvez éviter complètement ces visites, limitez leur fréquence et leur durée, préparez une excuse polie pour partir tôt, comme un rendez-vous ou une tâche à accomplir. Redirigez la conversation vers des sujets neutres ou positifs. Et si cela ne fonctionne pas, prenez vos distances progressivement. Votre tranquillité d'esprit mérite d'être protégée. Si cette réflexion vous parle, laissez un commentaire avec le numéro ainsi dessous pour me montrer que vous êtes là. L'utilisateur manipulateur, une relation à sens unique. Certaines personnes ne vous invitent chez elles que lorsqu'elles ont quelque chose à gagner. Dès votre arrivée,
vous ressentez une attente sous-jacente, ou un agenda caché. Cela peut commencer par une demande anodine. Empruntez un outil, demandez un conseil, mais avec le temps, un schéma clair émerge. Leurs invitations coïncident toujours avec un besoin. Ces individus, qu'on appelle les utilisateurs manipulateurs, ne valorisent pas votre compagnie pour elle-même. Ils la voient comme une opportunité de tirer profit de votre temps, de votre énergie ou de vos ressources. Les manipulateurs sont habiles. Ils masquent leurs intentions derrière des compliments, de la flatterie ou des appels à votre sens du devoir. « Tu es tellement doué pour ça, je ne sais pas comment je ferais sans toi », disent-ils. Ou encore, « Personne d'autre ne m'écoute comme toi ». Ils peuvent jouer sur la culpabilité, évoquant leur solitude ou leurs difficultés pour vous faire sentir responsable de leur bien-être. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous passez vos visites à résoudre leurs problèmes, réparer leur ordinateur, les conduire à un rendez-vous ou écouter leurs interminables doléances. Prenons l'exemple de Jacques, un veuf de 68 ans, connu pour sa générosité. Il rendait régulièrement visite à un voisin, André, qui l'accueillait chaleureusement. Mais toujours avec une requête. Un jour, André avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. Un autre, il demandait à Jacques de l'accompagner pour faire des courses. Jacques, par gentillesse, acceptait, mais il a fini par remarquer qu'André ne l'appelait jamais juste pour discuter ou partager un moment amical. Lorsqu'il a tenté de refuser une demande, André a réagi par des reproches. « Je pensais que je pouvais compter sur toi ». Jacques a réalisé qu'il était perçu comme une ressource, pas comme un ami. Le problème avec ces relations, c'est leur déséquilibre. Une amitié ou un lien familial sain repose sur un échange mutuel, où chacun donne et reçoit. Avec un utilisateur manipulateur, vous donnez constamment et ils prennent sans vergogne. Ces visites vous laissent avec un sentiment d'obligation plutôt que de connexion. Pire, elles peuvent engendrer du ressentiment, car vous réalisez que votre temps et votre énergie ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Un signal d'alarme majeur est leur réaction lorsque vous posez des limites. Si refuser une demande entraîne de la culpabilité, des reproches ou une froideur soudaine, cela révèle leurs véritables intentions. Après 65 ans, vous méritez des relations basées sur le respect et la réciprocité, pas sur l'exploitation. Votre temps est limité et votre énergie précieuse, consacrez-les à ceux qui vous valorisent pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux et comment gérer. Commencez par poser des limites claires. Répondez aux demandes par un « je ne suis pas disponible ». Mais je te souhaite de trouver une solution. Réduisez la fréquence des visites et privilégiez les rencontres dans des lieux neutres, comme un café, pour éviter de devenir leur homme à tout faire. Si la relation reste à sens unique, envisagez de prendre vos distances. Vous méritez des connexions authentiques. Si ces idées vous semblent précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. L'aimant à drame, un tourbillon de chaos. Certaines personnes semblent attirer ou créer le drame partout où elles vont. Leur vie est une succession de conflits, de crises et de querelles. En franchissant leur seuil, vous espérez un moment de détente, mais vous êtes rapidement happé par une saga digne d'un feuilleton, une dispute avec un collègue, un malentendu familial ou une nouvelle injustice qu'ils ont subie. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes impliqué dans leur chaos, sommé de prendre parti ou de valider leur version des faits. Les aimants à drame ne se contentent pas de vivre des conflits, ils les alimentent. Le calme les rend mal à l'aise. Alors ils sèment la zizanie en colportant des ragots, en exagérant des différends mineurs ou en se posant en victime. Ils ne veulent pas seulement que vous écoutiez. Ils exigent votre allégeance. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Demande-t-il. Oh, comment peuvent-ils me faire ça ? Si vous restez neutre ou tentez de changer de sujet, ils insistent, testant votre loyauté, et peuvent même se vexer si vous ne vous alignez pas sur leur point de vue. Prenons l'exemple de Claire, une retraitée de 70 ans, qui rendait visite à une cousine. Martine, chaque rencontre était une plongée dans un nouveau drame, une querelle avec une amie, un conflit avec un voisin, ou une indignation face à un commentaire anodin. Martine impliquait Claire, lui demandant de choisir un camp ou de confirmer ses griefs. Épuisée par ces tensions, Claire a tenté de parler d'autre chose, mais Martine ramenait toujours la conversation à ses conflits. Un jour, Claire a réalisé qu'elle redoutait ses visites, qui la laissaient stressée et tendue. Ces interactions sont émotionnellement épuisantes. Les aimants à drame créent une atmosphère de tension constante, même dans leurs moments amicaux. Vous repartez de chez eux vidés, parfois influencés par leur vision conflictuelle du monde. Certains confondent ce comportement avec de l'énergie ou de la passion, mais une véritable amitié ne vous force pas à naviguer dans un champ de mines émotionnelles. Les vrais amis ne vous entraînent pas dans des conflits inutiles
ni ne vous font sentir que vous devez marcher sur des œufs pour éviter un éclat. Après 65 ans, la paix est un bien inestimable. Si une visite ressemble à un champ de bataille, plutôt qu'à un moment de réconfort, demandez-vous pourquoi vous continuez. Vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle de spectateur ou de médiateur dans leur crise. Entourez-vous de personnes qui favorisent la sérénité et la joie, pas celles qui vous aspirent dans leur tourbillon de chaos. Comment gérer? C'est limiter les visites et garder les conversations superficielles pour éviter de vous impliquer. Si le drame surgit, dites « Je suis désolé que tu traverses ça, mais je ne suis pas à l'aise pour en discuter ». Privilégiez des rencontres en groupe pour diluer leur intensité. Si le comportement persiste, réduisez les contacts. Votre paix intérieure est non négociable. Si cette réflexion vous semble pertinente, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous. Le nostalgique négatif. Prisonnier d'un passé amer. Certaines personnes vivent ancrées dans le passé, mais pas d'une manière qui évoque chaleur ou nostalgie heureuse. Leur passé est un musée de regrets, d'amertume et de ressentiment. En visitant leur domicile, la conversation dérive invariablement vers ce qui a mal tourné, des disputes familiales d'il y a 30 ans, des trahisons jamais pardonnées, ou des opportunités perdues. Peu importe les joies de leur vie actuelle, leur regard reste fixé sur ce qu'ils ont perdu. Au début, ces réminiscences peuvent sembler inoffensives. Après tout, qui n'aime pas évoquer des souvenirs? Mais pour le nostalgique négatif, il ne s'agit pas de partager des anecdotes, mais de ressasser des blessures. Leur discours est teinté de « si seulement » et de « j'aurais dû ». Si vous tentez d'orienter la conversation vers le présent ou l'avenir, ils ramènent tout à leurs regrets. Pire, ils peuvent projeter leur pessimisme sur vous, affirmant que rien ne sera jamais aussi bien qu'avant. Ok, vieillir, c'est tout perdre. Prenons l'exemple de Paul, 67 ans, qui rendait visite à un ancien collègue, Bernard. Chaque rencontre était une plongée dans les griefs de Bernard, une promotion manquée dans les années 80, une dispute avec un frère qu'il n'avait pas revu depuis, ou la conviction que le monde d'aujourd'hui était sans espoir. Paul essayait de parler de ses projets, un voyage, un nouveau hobby, mais Bernard balayait ses idées, disant « À quoi bon, les belles années sont derrière nous ». Avec le temps, Paul a remarqué qu'il quittait ses visites en ruminant ses propres regrets, un sentiment qu'il n'avait pas avant. Le danger de fréquenter un nostalgique négatif est qu'il peut vous entraîner dans sa spirale. Les études montrent que ruminer le passé, surtout avec amertume, est lié à une augmentation du stress et de la dépression. Sans vous en rendre compte, vous pourriez commencer à voir votre propre vie à travers leur prisme, doutant de vos accomplissements ou perdant de vue les opportunités du présent. Leur vision peut éteindre votre optimisme et vous faire oublier que chaque âge offre de nouvelles possibilités. Il ne s'agit pas d'éviter ceux qui ont vécu des épreuves. Partager des leçons tirées du passé est précieux, mais s'accrocher à la douleur est destructeur. Après 65 ans, entourez-vous de personnes qui célèbrent le présent et envisagent l'avenir avec espoir. Pas de celles qui vous tirent vers un passé amer. Votre énergie doit nourrir vos rêves, pas ressasser des regrets. Comment gérer? Rediriger la conversation vers le présent. C'est intéressant, mais qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Si cela ne fonctionne pas, limitez les visites et privilégiez des activités qui maintiennent la discussion dans le moment présent, comme une promenade. Si la nostalgie négative domine, prenez vos distances pour protéger votre optimisme. Si ces idées vous semblent précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Le critique constant, une menace pour votre estime. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de critiquer tout et tout le monde en leur rendant visite. Vous êtes confronté à un flot de jugement sur votre apparence, vos choix, vos opinions, ou même des détails insignifiants comme la manière dont vous vous exprimez. Ces critiques, souvent déguisées en conseils ou en humor, peuvent sembler anodines au début, mais leur accumulation érode votre confiance en vous et votre plaisir à être en leur compagnie. Le critique constant trouve toujours quelque chose à redire. Tu devrais faire plus attention à ta santé, disent-ils. Oh, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Même vos réussites sont minimisées. C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Leur besoin de pointer du doigt les défauts, réels ou imaginaires, reflètent souvent leur propre insécurité, mais cela ne rend pas leurs paroles moins blessantes. Avec le temps, vous pourriez commencer à douter de vous-même, à hésiter à partager vos idées, ou à vous sentir inadéquat. Prenons l'exemple avec Suzanne, 69 ans, une femme chaleureuse qui aimait peindre. Elle rendait visite à une amie, Hélène, qui commentait systématiquement ses tableaux. Les couleurs sont trop vives. Oh, tu devrais suivre des cours pour t'améliorer. Ces remarques, présentées comme constructives,
On finit par décourager Suzanne, qui a cessé de partager sa passion. Elle a réalisé que ses visites la laissaient, avec un sentiment de moins d'estime d'amour-propre et moins confiante qu'à son arrivée. Passer du temps avec un critique constant peut avoir un impact réel. Les psychologues soulignent que les critiques répétées, même mineures, peuvent affecter l'estime de soi et augmenter le stress, ce qui est particulièrement néfaste pour les seniors, qui cherchent souvent à renforcer leur confiance à ce stade de la vie. Après 65 ans, vous devriez être entouré de personnes qui vous encouragent et célèbrent vos efforts, et non de celles qui vous rabaissent subtilement. Et comment te gérer? Affirmez vos limites. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Oh, j'apprécie ton avis, mais je suis satisfait de ma façon de faire. Si les critiques persistent, réduisez les visites et entourez-vous de ceux qui vous valorisent. Votre confiance est trop précieuse pour être sapée par des jugements inutiles. Si cette réflexion vous semble pertinente, laissez un commentaire avec le numéro 5 ci-dessous. Réflexion finale. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ces profils. Le plaintif chronique, l'utilisateur manipulateur, l'aimant à drame, et le nostalgique négatif, et le critique constant. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, utilisé ou diminué après une visite? Ces ressentis sont des signaux de votre corps et de votre esprit, vous indiquant qu'il est temps de réévaluer vos priorités. Après 65 ans, votre tranquillité, votre énergie et votre joie sont des ressources inestimables. Les protéger n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela ne signifie pas couper les ponts brutalement, mais être intentionnel dans vos choix. Les relations qui comptent vous laissent revitaliser, inspirer et connecter. Les autres, celles qui vous drainent ou vous alourdissent, ne méritent pas une place centrale dans votre vie. Prêtez l'attention à ce que vous ressentez après une visite. Qui vous fait rire? Qui vous écoute sans juger? Ou repartez-vous plus léger? Ce sont ces connexions qui enrichissent vos années dorées. Vous n'êtes pas responsable de réparer la négativité d'autrui, d'alimenter de leurs drames, de compenser leurs frustrations ou de tolérer leurs critiques. Votre temps est un trésor et votre bien-être une priorité. Consacrez-les à des personnes qui vous élèvent, vous apprécient et vous font sentir votre valeur. À ce stade de votre vie, chaque moment compte. Faites-en qu'il en soit un de joie, de paix et de connexion authentique. J'aimerais avoir vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une leçon apprise et comment vous comptez l'appliquer. Vos retours sont précieux et m'encouragent à continuer. Si ce contenu vous a inspiré, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien me permet de créer des réflexions pour enrichir votre quotidien. Merci d'être là et à bientôt pour une nouvelle conversation. Au caractère. Environ 20,000 incluant spaces. J'ai allongé le texte en approfondissant chaque section avec des exemples concrets, des stratégies pratiques et un 5e profil, le critique constant pour enrichir le contenu. Si vous souhaitez encore plus de détails, d'autres profils ou un focus particulier des conseils pour poser des limites dans des contextes familiaux, faites-le moi savoir.